Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. À l'émission de ce jour, nous allons évoquer la fidélité ou l'infidélité. La fidélité affective, sexuelle, d'autres formes de fidélité. Est-ce que ça a encore une valeur, la fidélité? Eh bien, mes invités vont vous répondre après notre générique. Mes deux invités sont des personnalités, sont des spécialistes qui ont participé à un numéro déjà un peu ancien de la revue La pensée et les hommes, un numéro intitulé « Plaisir d'amour ». Et j'ai le plaisir moi-même de vous présenter aujourd'hui le docteur Myriam Guint. Vous êtes docteur en médecine, psychothérapeute spécialisé en sexologie et vous avez publié deux ouvrages, « Le sexe sans sexe » et « Le temps et l'amour ». Mon second invité est monsieur Patrick Trob. Vous êtes déjà venu à une émission de La pensée et les hommes portant sur des questions relatives à la sexualité. Vous êtes psychologue et psychothérapeute et vous avez publié un ouvrage intitulé « Le choix amoureux ». Alors, la question que je vous pose d'emblée, qui est un peu la question centrale de notre réflexion d'aujourd'hui, et c'est à vous, docteur, que je commence par la poser, qu'est-ce que c'est que la fidélité, ou, si vous préférez, qu'est-ce que c'est que l'infidélité ? Mais si vous permettez, je vais vous raconter plutôt une histoire pour introduire le sujet, l'histoire de Tristan et Iseult, qui est un roman du Moyen-Âge, que peut-être certains connaissent. Tristan a été mandaté par le roi Marc pour partir chercher sa future épouse, Iseult, dans un pays lointain finalement, en Irlande. Il est donc censé la ramener et Tristan accepte la mission et part donc en Irlande chercher Iseult pour la ramener au roi Marc afin qu'il l'épouse en de justes noces. Malheureusement, au cours de ce voyage, il boit avec Iseult par mégarde une boisson qui s'appelle un philtre d'amour et ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Ce qui les amène finalement, malgré le désir qu'ils ont l'un et l'autre d'être loyal, Iseult veut être loyal au roi Marc et maintenir sa promesse finalement de l'épouser. Et Tristan, qui est comme un fils pour le roi Marc, qui veut s'acquitter de sa mission et revenir, lui apporter son épouse, finalement sa future épouse, ils tombent tellement amoureux l'un de l'autre à cause de ce filtre magique qu'ils ne peuvent que s'éprendre. Et finalement, il va se créer progressivement un lien amoureux qui sera parallèle au lien, je vais dire social, qui sera le mariage du roi Marc et de finalement Iseult. Peut-être que dès là, on a l'histoire, on a en parallèle un couple officiel, marié, où chacun a envie d'être loyal l'un vis-à-vis de l'autre, et de l'autre côté, on a un autre couple, on pourrait dire parallèle, entre Tristan et Iseult, et ils vont vivre une passion amoureuse, ils vont essayer de s'en défendre, ils vont essayer de lutter pour ne pas vivre cet amour, mais ils sont enclins à s'aimer. Et quand le roi Marc... À s'aimer charnellement? À s'aimer charnellement. L'histoire raconte qu'ils mettent beaucoup de difficultés au passage à l'acte, parce que chacun est pris dans cette loyauté. Et peut-être les mots que j'ai envie de dire, c'est trahir, parce que l'un et l'autre vont trahir finalement le roi Marc. Et pour eux, il est important d'être loyal à leur parole donnée, et loyal en tant que fils, en tant que... Donc c'est très important d'être loyal. Et donc, ils vont se trahir, ils vont trahir ils vont passer à l'acte. Leur promesse de fidélité à l'égard de Marc. À l'égard du roi Marc. Mais le roi Marc, quand il va apprendre que finalement il y a quand même une infidélité, et charnelle finalement, et surtout affective, va vouloir se venger et va vouloir poursuivre le couple. Et il va le poursuivre à travers tout le royaume, jusqu'à finalement, il va y avoir mort d'hommes. Tristan et Iseult vont mourir finalement, poursuivis par la vengeance du roi Marc, qui a lancé à ses trousses toute son armée finalement. Donc l'histoire est une histoire
d'amour, mais d'amour malheureux, d'infidélité, parce que finalement, chacun voulait être fidèle à la parole donnée. Et peut-être pour lancer, c'est le mot, c'est la trahison. L'un et l'autre se sentent trahis. On est dans un conflit de loyauté. Comment être loyal vis-à-vis d'un roi alors que d'un autre côté, on est amoureux? Est-ce qu'on peut... L'amour, finalement, c'est un désordre social très important, finalement, et qui va entraîner beaucoup de difficultés, et pour le couple, je vais dire marié légalement, Marc et Iseux, et le couple marié illégalement, qui est Tristan et Iseux. Je vais prendre un petit peu la défense, je vais me faire l'avocat de Tristan et Iseux. Ils ne sont pas responsables, puisque c'est le fait de boire, l'ingurgitation d'un filtre, d'un élément extérieur qui les pousse l'un vers l'autre. Dans la réalité sentimentale et affective d'aujourd'hui, je suppose que les gens sont attirés l'un vers l'autre, mais pas par les effets d'un filtre, par l'effet de leur qualité personnelle. Là, il y a quand même un élément extérieur. Vous croyez qu'il y a un filtre un filtre d'amour? Moi, je pense que, en tous les cas, les psys disent qu'à un moment, il y a la pulsion qui fait qu'à un moment, on est attiré vers quelqu'un, on a envie de concrétiser. Donc, l'amour, à mon avis, est l'aspect de vie. C'est là où, malgré la raison, parce que c'est là où il y a quelque chose, la raison dit, il ne faut peut-être pas passer à l'acte avec telle personne, et on le fait quand même. Moi, je pense que, malgré les siècles qui ont passé, nous sommes toujours sous l'emprise de quelque chose qui nous oblige à faire des choses qu'on n'a pas envie. Et l'amour, parfois s'impose à nous. Plusieurs personnes dans la consultation disent « mais je ne suis pas prêt à entamer une autre relation » et j'ai rencontré, ou sur mon lieu de travail, ou dans la vie, j'ai rencontré cette personne et nous avons une inclinaison, c'est le terme qu'ils vont dire, l'un pour l'autre, et ils vont, parfois avec de la résistance, comme Tristan et Iseux, passer à l'acte et vivre une histoire d'amour. Et tout n'est pas une histoire d'amour, bien sûr, dans les relations extra-conjugales, en tous les cas. Donc l'infidélité procède parfois de la naissance d'un autre amour, d'une autre séduction. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous souscrivez à la description que le docteur Guide nous fait de la fidélité et de l'infidélité? Oui, mais peut-être tout d'abord une petite réflexion sur le filtre d'amour dont nous parlons maintenant. C'est que pour moi, le filtre d'amour, bien sûr, il existe toujours. Il est là, simplement, on lui a donné un autre nom, un nom plus scientifique, un nom plus savant. On appelle ça les phéromones, dont on sait, ce sont des molécules dont la perception est infraconsciente, donc ce ne sont pas des odeurs à proprement parler, mais on sait que voilà, les mâles et les femelles, dans beaucoup d'espèces d'ailleurs, et chez Homo sapiens aussi, jouent le rôle de filtre d'amour finalement. Et donc la question de la responsabilité que vous évoquiez tout à l'heure, on pourrait éventuellement y revenir, mais si on la pose, il faudra en tenir compte aussi. Alors par rapport à la question de la fidélité, oui, merci pour cette belle histoire de Tristan et Iseux. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux introduire les choses, parce qu'effectivement, elle pose la question de la loyauté et de la trahison, finalement. Et à cet égard, je voudrais peut-être juste ajouter une petite note à ce qu'a dit Myriam Guinde. C'est que souvent, moi je le constate, et j'imagine qu'elle le constate aussi dans sa pratique clinique, comme moi-même, c'est que souvent la question est mal posée. Et il y a un malentendu, d'ailleurs, répandu sur le terme même de fidélité. On entend souvent des réflexions du genre, voilà, il ou elle m'a trompé, il ou elle m'a été infidèle, ou je veux que il ou elle me soit fidèle. Non, on se trompe de destinataire. Le destinataire de la fidélité, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une relation. On n'est pas fidèle à quelqu'un, on n'est pas fidèle à une relation. On est fidèle à une promesse ou à un engagement, ce qui n'est pas pareil. Pourtant, on entend dire des personnes, c'est quelque chose que l'on voit parfois, un homme qui dit « Ah, je suis très amoureux de ma femme », sous-entendu, j'ai une fidélité affective par rapport à elle, mais je ne peux pas résister au charme de la secrétaire, par exemple. C'est une situation banale, courante. Tout à fait, bien sûr. Est-ce que c'est possible, cette double fidélité, la fidélité affective d'une personne pour son conjoint, et puis une sorte d'infidélité peut-être davantage orientée vers la sexualité de la même personne pour une personne extérieure? Oui, bien entendu, mais ça... vous, docteur, vous n'êtes pas d'accord. Ah, bon, mais là, on va... Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Mais bon, je pense que c'est un fait reconnu aujourd'hui en sexologie, c'est que justement, sur ce plan-là, les hommes et les femmes ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Sur le plan du désir... Oui, mais tous les hommes ne trompent pas leur épouse.
Non, bien, oui, mais là, attention, nous ne parlons pas de la même chose. Là nous parlons d'un passage à l'acte. C'est-à-dire que je ne suis pas responsable de mes pulsions, effectivement. Les pulsions sont tous les hommes ont la tentation. Donc, c'est clair, le rêve paléolithique du mâle, c'est de posséder toutes. Ça, c'est clair. Ah oui. Ah, mais ça, c'est sûr. Pour des raisons, d'ailleurs, qui, au départ, relèvent de la survie de l'espèce et de la préservation de l'espèce. Hein, il faut que le mâle ensemence le plus possible pour pouvoir se reproduire. Donc, nous avons toujours ça dans notre cerveau limbique, je dirais, dans notre cerveau. Le cortex le plus profond. Voilà, tout à fait, c'est sûr. Mais voilà, c'est là que la question de la liberté et du choix se pose. C'est que nous, êtres humains, voilà, c'est ce qui nous différencie aussi des animaux qui sont, je dirais, dans un registre strictement naturel. Nous sommes des êtres de culture, c'est-à-dire que nous pouvons poser des choix par rapport à nos pulsions. Et nous pouvons, par exemple, décider, par rapport à une séduction, de passer à l'acte ou de ne pas passer à l'acte. Et donc, moi, j'aimais bien votre réflexion quand vous dites, au fond, la fidélité, c'est le respect d'une promesse. C'est le respect d'un engagement, qu'on a consenti, qu'on a contracté. Mais vous n'étiez pas tout à fait d'accord, docteur, avec la position de Patrick Traub. C'est parce que, personnellement, moi, je n'emploie d'ailleurs jamais le terme fidélité et infidélité. Oui. J'emploie le terme relation extra-conjugale. Et une relation extra-conjugale, ça veut dire que par rapport à un lien qu'on a établi avec une personne, que ce soit homme ou femme, peu importe, il y a un lien, deux personnes décident de vivre quelque chose de particulier. Et donc, c'est un petit peu comme une écharpe. Ils nouent cette écharpe autour d'eux. Ils font un lien social qui est reconnu ou pas par un acte mariage ou autre. Ça, c'est la première chose. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des envies. Parce que ce que vous avez employé, c'est le terme envie. On peut avoir envie d'un ou d'une partenaire. Alors, vous me dites, est-ce qu'on ne peut pas résister à une envie? On donne toujours, vous avez parlé de différence homme-femme, c'est déjà quelque chose d'un peu compliqué. Les femmes, elles doivent réprimer depuis des siècles leurs envies, alors que les hommes, théoriquement, eux, ils n'auraient pas évolué autour de ces différents siècles. Eux n'auraient pas appris justement à garder leur pulsion, parce qu'on est en train de dire que les hommes, quand ils ont envie d'une femme, ils peuvent le manifester, et ils n'ont pas changé depuis le paléolithique, hein, on va dire ça de cette façon, alors que finalement, les femmes, elles sont la même chose, elles ont autant d'envie que les hommes. À quel moment, la notion du passage à l'acte, parce que ça c'est tout à fait différent, la consultation, les femmes notamment me disent, mais mon partenaire, il me trompe, alors qu'il n'y a pas de passage à l'acte, il regarde la télévision, il va voir des films sur Internet, il chatte, il rencontre des femmes de cette manière, il n'y a pas de passage à l'acte. Mais les femmes se sentent salies, humiliées, parce que finalement, en se disant, mais qu'est-ce que mon partenaire fait? On a décidé d'avoir un lien privilégié ensemble et il passe la plupart de son temps en dehors de ce couple. Il a d'autres attentions, on pourrait employer le terme attention, je vais dire pour une image. Donc on arrive à un amour virtuel qui prend plus de place dans un ménage qu'un amour finalement concret, réel. Et peut-être pour moi, l'infidélité, elle n'est pas le passage à l'acte, c'est pas obligatoirement, pour faire votre question du départ, par rapport à Tristan et Iseult, est-ce qu'ils sont passés à l'acte? J'ai presque envie de dire, pour moi, la question n'est pas là. C'est comment, à un moment, la perception d'un des partenaires, on est trompé, parce que ce qui est important, c'est on est trompé, on a l'impression que le partenaire avec qui on s'est engagé, et je reviens sur votre terme promesse, là où on a théoriquement eu envie de vivre une intimité, eh bien cette intimité n'est pas vécue. Elle est en dehors. On n'a pas d'attention dans ce couple, on fait autre chose, on est dispersé. Enfin, c'est un peu cette manière. Donc pour moi, l'infidélité, c'est de ne pas voir la personne, de ne pas voir qu'on vit avec un partenaire concret, en chair et en os, et qu'on préfère se disperser dans un travail, je veux dire, travail, image. La grande infidélité, pour moi, elle est là. C'est, je veux dire... Même dans le travail, le fait de se consacrer totalement à son travail, c'est pour vous une forme d'infidélité? C'est pour moi la plus grande infidélité. C'est pour ça que je n'emploie d'ailleurs jamais le terme dans ma vie, infidélité. J'emploie relation extra-conjugale, qui signifie le tiers. Qu'est-ce que c'est qu'un tiers? C'est tout ce qui fait obstacle à la relation à deux, dyadique finalement. Donc, et le tiers, ça peut être aussi un enfant, ça peut être, je vais dire, tout ce qui... Ou ça peut être une passion, un sport, tout ce qui arrive finalement et qui empêche à un moment la rencontre. Parce que finalement... Le rêve, c'est la rencontre à deux, mais ça n'existe jamais. Une fois qu'on a coupé son cordon, la mère a séparé l'enfant, je vais dire, d'elle-même. Et donc, la relation dyadique, ça sera toujours un rêve de le retrouver, mais c'est impossible. Mais c'est le rêve. Oui, mais la rencontre ne peut pas être permanente. Dans notre vie, nous faisons autre chose que d'être dans un lien affectif
avec le conjoint, la conjointe. On a bien d'autres activités qui ne sont pas forcément des obstacles à l'amour, au respect de l'autre, au respect de l'engagement vis-à-vis de l'autre. Là, vous emmenez la question, c'est pas de passer 24 heures sur 24 avec quelqu'un. Ah oui. C'est, on revient un petit peu à la discussion pendant le repas. Un homme et une femme ont besoin à un moment de se rencontrer dans la journée pour autre chose que de passer au lit ou d'avoir une relation sexuelle. Bien Donc, sûr, c'est de oui, créer oui. une intimité, mais il n'est pas nécessaire de passer 24 heures sur 24. Il est important de pouvoir partager des moments où on se dit, où on parle vrai, où on est authentique. Combien de personnes ignorent avec qui ils vivent, que ce soit au niveau professionnel, au niveau affectif. Et donc, on revient peut-être à une autre question. L'amour est aveugle. Quand on est trompé, la dernière personne qui est au courant finalement d'avoir été trompé, c'est souvent le partenaire du couple. On a beau le dire, on a beau dire, mais écoutez, vous êtes trompé. La personne, tant qu'elle est en amour, tant qu'elle est, je veux dire, elle adulte son partenaire, à ce moment-là, elle ne peut pas y croire. On revient à une autre notion. La notion de la fidélité amène qu'on croit, on a confiance à la personne avec qui on vit. Et à un moment où on ouvre les yeux, où l'amour n'est plus aveugle, ça veut dire qu'à ce moment-là, on reprend sa personnalité et on se rend compte que le ou la partenaire avec qui on vit n'est pas quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui nous trompe, c'est quelqu'un qui manque, et on revient à votre notion, à la promesse ou à des autres égards. Donc c'est là où finalement il y a trahison sur la marchandise, j'avais dit. Oui, mais il faut bien voir quelle est la limite de la trahison. Je vais vous raconter une petite histoire que je connais. C'est une dame qui est très jalouse de son mari. Lorsque son mari regarde avec un petit peu d'attention, par exemple, les publicités à la télévision. Nous savons bien que pour vendre des voitures, des produits de vaisselle, etc., on nous présente des images de femmes superbes, extraordinaires. Et peut-être certains maris, certains hommes sont attirés, pourtant c'est bien véniel, c'est bien banal, c'est bien bénin, sont attirés par l'image. Pas forcément par la personne, par le mannequin, par le modèle, mais sont attirés par l'image. Et ça peut susciter des réactions de jalousie, des réactions négatives. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que ça, c'est une situation qu'on vit pratiquement tous les jours. Mais je pense à une réflexion qu'un jour, un homme qui avait pas mal d'aventures extra-conjugales et qu'un jour sa femme se plaint et alors il dit « Mais de quoi tu te plains? Je fais mon devoir conjugal régulièrement, donc tu en as suffisamment, donc de quoi est-ce que tu plains ?» Mais finalement, la femme, elle essaye de lui dire ce qu'elle se plaint, elle a envie d'être unique pour cet homme, ce qui est important. Elle sent une concurrence, en fait, même virtuelle. Bien sûr, ce qu'une femme veut, c'est exister, être unique aux yeux d'un homme, quelque part. Hein. Donc elle veut avoir de la valeur. Et quand un homme regarde ailleurs, il est en train de lui dire, tu n'as pas de valeur, toute autre personne a de l'importance, et toi, tu n'as pas d'importance. Donc c'est une atteinte à son être le plus profond, une douleur extrême. Et on revient un peu à ce que Patrick Traub disait il y a 2 minutes. Les hommes, eux, c'est pas ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir. Avoir de plus de femmes, je veux dire avoir, finalement, avoir le sexe, finalement, avoir, et ils ont peur de le perdre. Donc, eux, ils se rassurent en ayant. Et leur parfaite jouissance, c'est quand, justement, une femme dit « Oh, que tu es beau, que tu as une belle voiture, que tu as une réussite sociale, que tu as... » On est d'ailleurs fiers de voir Clinton, par exemple, qui a aussi une relation extra-conjugale. Ça veut dire que lui, c'est un homme. Il a quelque chose à montrer. Pourtant, lui, il avait tout. Il était président des États-Unis. Mais en plus, on lui montre le sexe. Enfin, je veux dire, et on arrive alors, et c'est peut-être une question, on arrive dans peut-être une perversion de notre société, où sur la scène publique, actuellement, ce qui était avant réservé à la scène privée, qui était l'amour ou la relation sexuelle, actuellement, c'est sur la scène publique. Et donc, nous arrivons à, justement, ces émissions de télévision où on voit la sexualité, où on voit... il est quasiment indiqué, et d'ailleurs, en tant que médecin, attention, il est indiqué que vous ayez une sexualité, autrement, vous êtes malade. Hein. Si votre sexe ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas être en bonne santé. C'est quasiment ce qu'on est en train de nous dire. Il faut avoir une sexualité pour être bien. On ne pose pas la question de l'individu. Qu'est-ce que la personne a envie? Vous pouvez vivre en couple et être harmonieux. Et il y a des personnes, c'est pas parce qu'on est harmonieux qu'on a envie d'avoir une sexualité. Ou l'inverse, on peut au contraire ne pas avoir d'amour pour une personne et avoir envie d'avoir une relation sexuelle. Je crois qu'il faut différencier finalement toutes ces attitudes. Et c'est pas parce que la société nous dit il faut avoir une sexualité et vous devez avoir des relations même extra-conjugales parce qu'il est permis, il suffit de regarder à nouveau tous les sites qui nous permettent, ne fût-ce qu'à la télévision, vous pouvez choisir à la carte, on revient un peu à votre description du départ, vous pouvez choisir à la carte une femme ou un homme
je vais dire, vous pouvez passer à l'acte. Dans la réalité, les gens n'ont pas obligatoirement envie. Et c'est peut-être là, moi, ma question. Je me dis, tiens, on nous indique de devoir avoir une relation et les gens ne le font pas obligatoirement. Et l'inverse, on revient à l'histoire de Tristan et Iseult, ils n'ont pas envie d'avoir cette relation et ils sont aussi là. Donc, c'est comme quoi, c'est l'infidélité, c'est pas quelque chose de rationnel, c'est quelque chose, justement, d'unique. Et l'infidélité, je dis, ça peut être une image, mais pour une autre, on peut avoir des couples qui font des échangismes. Justement, j'allais vous poser la question. J'ai vu à la télé l'autre jour, j'imaginais même pas que ça existait, des clubs où les gens viennent en couple et alors s'échangent. La madame va avec un autre monsieur, le monsieur va avec une autre dame. J'ai été effaré. Parce qu'alors, votre description ne fonctionne pas bien. Comment expliquer que ces couples acceptent ces situations qui sont tout à fait anormales? Il n'y a pas d'infidélité à ce moment-là, puisque le couple, à un moment, la fidélité, c'est quelque chose que l'on décrit. Voilà comment doit fonctionner un couple. Donc c'est un langage social. C'est dans le langage social. La fidélité, on dit par exemple avoir ou pas avoir des relations sexuelles. Des couples entre eux peuvent décider d'avoir des relations extra-conjugales ou pas. C'est un choix qu'on peut avoir. Et alors ils ne sont pas infidèles. Et alors même, et c'est un must actuellement, de devoir avoir des relations, parce qu'ils s'ennuient à deux, sous-entendu, mais ouvrez, dans le temps, c'était mariage open, il fallait ouvrir à des expériences sexuelles avec d'autres partenaires. On oublie bien sûr que la jouissance maximum pour un homme, on revient un peu au départ, c'est voyant sa femme jouir avec éventuellement un autre homme ou même avec une femme. Parce qu'il est en plus obligé de regarder la situation. Il jouit énormément à ce moment-là parce qu'il voit finalement ce que l'autre a en plus. On revient à cette image de l'homme qui a ce fameux sexe. Il a quelque chose, peut-être en plus que lui, qui permet justement que la femme va arriver à un organe. Donc l'image de l'homme, c'est toujours celle-là. C'est toujours se rassurer de voir est-ce que lui a ou est-ce que c'est l'autre Je vois que Patrick Traub a envie de vous répondre. C'est-à-dire que sur ce plan-là, justement, là nous rejoignons, les hommes et les femmes, parce que ça, c'est quelque chose que nous avons en commun, c'est-à-dire la réassurance, le besoin de réassurance par rapport à notre pouvoir de séduction. Et donc, c'est vrai que l'homme se posera la question, tiens, qu'est-ce que lui a plus que moi? Mais les femmes se posent exactement la même question par rapport les unes aux autres. Donc ça, je pense que cette réassurance, ça, par contre, c'est quelque chose que nous partageons. Il faut quand même le souligner, parce qu'à côté de ça, nous avons beaucoup de choses qui nous différencient et qui nous fait diverger. Une chose aussi sur laquelle j'avais envie de revenir, parce que là, je ne suis pas tout à fait en accord avec ma consoeur, c'est sur la question je reviens à la fidélité. Donc, on est fidèle à un engagement ou à une promesse. Vis-à-vis d'une personne, d'un conjoint, d'un partenaire ou vis-à-vis d'une relation, c'est autre chose. C'est de l'ordre de la confiance. Et donc, ça veut dire qu'il faut bien distinguer, me semble-t-il, entre deux choses, le sentiment de trahison et la trahison véritable. Je veux dire, je peux très bien avoir quelqu'un devant moi qui me dit, il m'a trahi, elle m'a trahi parce qu'elle a été couchée avec quelqu'un d'autre. Okay. Peut-être, parce qu'on a peut-être que le sentiment ou que la crainte. Voilà, la chose ne s'est pas réalisée, mais on la croit réelle. Voilà, c'est un peu comme pour l'insécurité. Je veux dire, on sait très bien que le sentiment d'insécurité et l'insécurité, ça ne coïncide pas. Et donc ici, voilà, on peut avoir un sentiment de trahison, mais la trahison, c'est autre chose. Et la trahison, donc l'infidélité, suppose qu'il y ait un contrat. Pour pouvoir être déloyal ou faire une encoche et être infidèle, il faut préalablement qu'il y ait un contrat explicite au niveau du couple. Si dans un couple, voilà, on s'engage l'un vis-à-vis de l'autre à ne pas connaître charnellement, par exemple, d'autres partenaires que le sien. C'est un peu l'engagement qu'on prend d'habitude. Oui, mais souvent il est implicite, et c'est ça le danger. Moi, je pense que c'est important que ce soit explicité, que toutes ces choses soient dites. Et alors, à ce moment-là, si effectivement je vais voir ailleurs, alors je trahis l'engagement ou la promesse que j'ai faite. Mais seulement dans ce cas-là. Oui, mais je prends quand même une nuance. On peut aimer quelqu'un et on peut avoir un engagement amoureux et sexuel, même avec une personne, ou faire croire l'un dans l'autre. Mais nous sommes humains, ça veut dire que nous sommes destinés à mourir et nos sentiments sont aussi destinés à mourir. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord de croire que parce qu'à un moment, on a pris un engagement avec quelqu'un, que ce sera à vie. Je veux dire, donc
la trahison, moi je n'emploie jamais ni ces termes-là, ni trahison, ni fidélité, parce qu'avec ça on va arriver à la notion de culpabilité. On va revenir en disant mais est-ce que tu m'aimais vraiment avant, depuis que tu as eu cette relation extra-conjugale? On ne sait pas travailler pour moi avec la culpabilité. Par contre, si on se dit mais tout a une fin, dès qu'on naît, dès que je veux dire l'enfant naît, il a la vie et la mort. On lui donne la mort. Et la mort, c'est quelque chose qui n'est pas durable. Donc les sentiments, qu'on est humain, nous ne sommes pas donc durables, les sentiments ne vont pas durer. Alors vous dites, ils ne vont pas durer, mais on peut faire en sorte de les entretenir. Il y a des moyens pour, garder le lien. C'est toujours ce qu'on est en train de nous faire. Il n'y a pas de recette. S'il y avait des recettes... Non, je ne dis pas qu'il y a des recettes, je dis qu'il y a la volonté de le faire. Mais là, vous amenez la question de la raison. Et à nouveau, c'est pour ça que j'ai raconté l'histoire de Tristan et Iseult. On est au-delà de la raison. Si c'était raisonnable, il y a longtemps qu'on aurait trouvé les recettes. Hein. Ça, c'est le mariage social. C'est là où il y a un consensus, où il y a des alliances. On n'est pas là-dedans. On est dans l'irrationnel. L'amour, les relations, le désir de quelqu'un, c'est irrationnel. Donc, moi, je ne pense pas, et les recettes, ça n'existe pas. On peut intellectuellement dire je veux rester fidèle à quelqu'un toute ma vie, mais à un moment, que ce soit l'habitude ou peu importe, on ne l'est plus. Eh bien, on voulait parler de fidélité et d'infidélité. Je me rends compte, à la fin de notre émission, qu'on a vraiment abordé la question que par le côté. Il faudra que vous reveniez pour qu'on creuse davantage le sujet, parce qu'il y a une question que je me posais, que j'ai pas eu l'occasion de vous poser, je ne vous demande pas de répondre maintenant, mais c'est, est-ce que nous sommes plus infidèles aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 50 ans? C'est un peu le sentiment qu'on a, que l'infidélité aujourd'hui est très largement répandue. C'était une question que je voulais vous poser, je vous la poserai une autre fois. Nous sommes moins hypocrites. Nous sommes moins hypocrites. Voilà, merci infiniment pour votre participation à notre émission. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À bientôt.